De retour dans l'Africaine, notre plateau est toujours au complet avec nous, notre invité, un consultant dans le domaine des assurances, M. Waziri, ainsi que nos éditorialistes Jemal Taleb et Malika Cher. Et la problématique de l'employabilité et du chômage constitue l'un des défis majeurs de la jeunesse africaine. Dans un tel contexte, l'art oratoire apparaît comme un pilier pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour le leadership. Focus sur une activité très adulée par la jeunesse burkinabé avec Jean-Paul Ouedraogo. La perche les jeunes, souvent incapables de s'exprimer avec clarté et conviction, un concept a vu le jour en 2013, à savoir le thé-batteur. Et depuis, chaque année, ils mettent aux prises des scolaires et universitaires appelés à se prononcer sur des questions d'actualité. L'intégration et la stabilité politique, c'est le thème global retenu pour l'édition 2016, dont la finale nationale, tenue ce samedi 11 juin 2016, a opposé pour la catégorie des scolaires le lycée Wenzen Koulibaly au lycée Nelson Mandela et l'université Ouagadougou contre l'université polytechnique de Bobo Dioulasso. Nos opposants africains doivent aussi sensibiliser et éduquer la population sur le phénomène d'achat de conscience. Car après tout, sur cette terre, si nous trouvons toujours des hommes dignes, droits et honnêtes, nous en trouverons toujours des malhonnêtes et inconscients. Notre idée, c'est de dire que si on ne permet pas à la jeunesse de dire leurs mots, M-A-U-X, avec des mots M-O-E-T-S, ce sera finalement avec des points qui vont exprimer leurs mots. Donc nous, c'est pour cela qu'on leur donne les mots. Et quand ils s'expriment, ils finissent, c'est la solidarisation. Durant plus d'une heure, les candidats au concours se sont livrés à des échanges retransmis en direct sur la radio nationale. Sujet abordé, le faible taux de participation des populations aux récentes élections municipales et la question des Kogolwego. Face à un jury composé d'hommes de médias, l'éloquence, l'argumentaire et la gestion du stress ont été les seuls critères de sélection. Avec des moyennes respectives de 7 sur 10, le lycée Wenzen Koulibaly et l'université Ouagadougou s'en sont bien sortis en occupant les premiers rangs du classement. Vous aurez remarqué que le niveau était très élevé, que ce soit du côté des élèves ou que ce soit du côté des étudiants. En tout cas, surtout du côté des étudiants, ils avaient un très bon niveau. Ils ont défendu chacun le sujet comme il faut. Ça m'a appris beaucoup de choses. Je repars avec encore plus de connaissances et j'invite tous les jeunes à participer à ce concours, à chercher à participer à ce concours parce que c'est un concours très édifiant. Selon ses promoteurs, le thé-batteur ambitionne de faire émerger une nouvelle élite burkinabé. Au cours d'une finale inter-État, le 1er juillet 2016 à Bobo Dioulasso, les équipes classées premières de cette finale auront à affronter dans l'ordre des catégories le lycée municipal de Port-Boué et l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Malik, une belle initiative, qu'on peut saluer en tout cas. Oui, en effet, une belle initiative qui permet à ces talentueux élèves de mettre en pratique justement l'art de la parole, celui de s'exprimer. Effectivement, beaucoup de personnes sont souvent des personnes timides qui ont du mal à s'exprimer, qui ont tant de choses à dire. Et je pense que ces exercices sont vraiment bénéfiques, même dans le cadre de l'éducation nationale. Je pense que c'est une pratique qui est assez innovante, qui ne se pratique pas partout. Et je pense que cette idée qui naît au Burkina Faso est une très bonne idée. Ça permet justement, pourquoi pas, de faire naître des vocations pour certains qui veulent devenir avocats ou pourquoi pas hommes politiques, si c'est pour prononcer des belles paroles. Mais derrière ces belles paroles, on espère qu'il y a des convictions. Il en manque si peu des convictions de nos jours. Donc on espère que ça donnera lieu à de nouveaux talents. Jemal, au-delà du métier d'avocat ou d'homme politique, la maîtrise de la langue est quand même un indispensable pour évoluer dans un milieu professionnel. Sans doute, on peut maîtriser une langue et ne pas être forcément un bon orateur. C'est-à-dire que la technique de la parole ou la science de la parole est quelque chose de sans doute complémentaire, mais de différent aussi. Elle requiert sans doute la gestion du temps, la gestion du stress et donc forcément la connaissance de la langue, c'est évident. Nous avons de bonnes traditions en Afrique parce que certains diraient tout vaguement qu'on a une culture orale. Je pense que ce n'est pas suffisant. Mais en tout cas, on a en général dans beaucoup de pays, et le Burkina est sans doute un pays exemplaire de ce point de vue-là, une excellente connaissance de l'art oratoire. Et donc la technique de la parole, la prise de parole en public sont sans doute des atouts que nous maîtrisons plutôt pas mal dans les jeunesses africaines. Et donc nous avons là un bel exemple. Mais enfin, les concours de plaidoirie dans les différents barreaux, les
la maîtrise de la parole dans les écoles de communication sont généralement des situations dans lesquelles beaucoup de pays comme le Burkina Faso excellent, bien entendu. Et donc oui, c'est ludique, c'est formateur, c'est intéressant, et j'aurais bien aimé assister à une situation comme celle-là. Je trouve ça intéressant. On va changer de contexte puisqu'on va parler du FMI, le Fonds monétaire international, qui a approuvé un nouveau décaissement de 29,1 millions de dollars en faveur du Mali. Un financement qui entre dans le cadre d'une facilité élargie de crédit instaurée en décembre 2013. Ce nouveau financement porte à 58 millions de dollars le total des fonds reçus par le Mali de la part de ce bailleur de fonds, Alioune Guindo. Un nouveau financement d'une valeur de 29,1 millions de dollars du Fonds monétaire international en faveur du Mali. Le 8 juin 2016, l'institution financière a approuvé le décaissement de la somme à Washington aux États-Unis. Un financement qui entre dans le cadre d'une facilité élargie de crédit allouée au pays en décembre 2013 et qui a maintenant atteint 58 millions de dollars. L'accord a été prorogé jusqu'en décembre 2017, ce qui permettra au Mali de mieux faire face à ses difficultés économiques. L'intérêt, il est multiple. Parce que vous savez que depuis 2012, le Mali est en train de vouloir sortir d'une crise politico-militaire et la relance économique fait partie des principaux chantiers. Et ce décaissement, vraiment, c'est comme une bouffée d'oxygène aux autorités en place. La facilité élargie de crédit établie par l'organisme multilatéral est accordée aux pays confrontés à des difficultés prolongées de balance de paiement. Elle est allouée avec un différé d'amortissement de 5 ans et demi et une échéance maximale de 10 ans. Au Mali, aujourd'hui, il faut le dire, le challenge, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il n'est pas militaire, il n'est peut-être pas sécuritaire, mais c'est un problème de développement, de relance économique, parce que même l'opérationnalisation de l'accord pour la paix et la réconciliation, il y a beaucoup de volets de développement. Il faut pouvoir financer la mise en œuvre de l'accord, des projets structurants dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal. L'État malien, lui seul, individuellement pris, ne pouvait pas à supporter toutes ces charges-là. Le Fonds monétaire international a exhorté les autorités maliennes à continuer les efforts pour une discipline budgétaire soutenue. Selon l'institution, la croissance économique du pays devrait atteindre 5% en 2016 et 5,2% en 2017. L'inflation devrait elle aussi osciller entre 1 et 1,3% pendant ces 2 années. Gémal, quel regard portez-vous généralement sur les financements, les crédits qui sont accordés à nos pays par le Fonds monétaire international ? C'est très compliqué. Dans le cas du Mali, je suis absolument choqué parce que c'est de la mendicité. 29 millions de dollars pour les besoins du Mali, c'est pas grand-chose. Je n'aime pas de façon générale les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Ceux-là qui viennent soi-disant pour vous aider, ils se mettent à vos places, ils vous dictent leurs règles, ils se moquent un peu de vous de temps en temps. Et quand ils veulent vous lâcher, ils vous lâchent peu et ils vous demandent beaucoup. Mais en même temps, que voulez-vous? Ce sont les prêteurs de dernier ressort. C'est-à-dire que quand ils viennent chez vous, c'est que plus personne ne veut de vous. Et donc vous arrivez dans une situation tellement chaotique qu'en fait, leurs règles, vous êtes obligé de les accepter. Si on avait mieux ajusté nos économies, on avait mieux géré nos ressources, on avait un stock de devises un peu plus respectable et que nous sommes capables, de par l'impôt, de financer une partie du budget de nos États, on n'en serait pas là. Et donc, la situation, de mon point de vue, totalement coloniale, ou en tout cas néocoloniale, du fonctionnement du FMI et de ses méthodes, sont, hélas, le résultat désastreux de la gestion chaotique que nous faisons de nos économies. Alors, le cas du Mali, il ne faut pas que je tape sur le Mali, est assez spécifique. Le Mali sort d'une guerre qu'il n'a pas cherchée, d'une instabilité qu'il n'a pas voulu, et d'un coup d'État qui a suivi quelques années de gestion désastreuse. Et donc, il est dans une situation tellement compliquée que la solidarité, y compris des frères du Nord, des frères musulmans, des frères africains, et un peu des amis occidentaux, ne vient pas tellement. Et au lieu de cela, nous leur demandons de signer un programme d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international. La règle est connue du FMI, c'est si vous voulez qu'on vous prête, faites ce que nous allons dire. Mais alors, l'idéal, c'est de le faire sans que ça ne vous soit dit. Ils ne l'ont pas fait, ils en payent le prix. C'est de la mendicité, demander à un donneur ou un donateur, pas toujours très généreux, qui est toujours scrupuleux des règles et qui est très heureux de vous tenir par le bout du nez. Malik, je vous voyais acquiescer pendant l'analyse de Gémal.
Oui, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On a souvenir justement des plans d'ajustement structurel qui ont été imposés au Mali. Et finalement, le FMI a imposé quelque chose, a précipité le Mali dans une économie exsangue, et puis cette économie exsangue a facilité l'instabilité politique, et l'instabilité politique a favorisé l'instabilité sécuritaire et le terrorisme. Et finalement, on se retrouve dans la même situation où vous avez un État qui revient vers le FMI. On va passer aux chiffres du jour. 15%, c'est le déficit budgétaire de l'Algérie devrait se situer à ce taux, à près de 15% du PIB. Jemal, quelle réaction après ce chiffre? Pour parler du Mali, je serais plus sévère avec l'Algérie. Voilà un pays qui sans les hydrocarbures, est capable de vivre seul et probablement de faire vivre beaucoup d'autres. Voilà un pays qui était le grenier de la France. Voilà un pays qui a des ressources naturelles, mais je ne parle pas seulement du sous-sol, extraordinaire. Voilà le pays qui a, dans les années 70, compté parmi les plus grands cadres du continent africain. Tout cela est parti en fumée. On a tellement compté sur les hydrocarbures, on a tellement compté sur la recette des gaz que finalement nous n'avons rien fait. Je ne vous parle même pas de la diversification de l'économie. C'est un rêve, c'est un vieux rêve qu'on a dépassé, c'est fini ça. Et donc, à côté de ça, on préfère plutôt exploiter des richesses pour lesquelles nous ne sommes pas pour grand-chose, et on récolte des déficits. L'Algérie, ces dernières années, me rappelle une phrase de Clémenceau qui disait que la France sème des impôts, récolte des fonctionnaires. L'Algérie, hélas, sème de la mauvaise gestion et récolte des déficits. Et c'est ça qui est triste. Malik? Oui, effectivement, on peut être sévère avec l'Algérie au regard de ses potentialités. C'est un pays qui est drogué toujours par cette rente pétrolière, et nous ne sommes pas, l'Algérie n'est pas un pays à fort potentiel pétrolier. Ce n'est pas la première puissance pétrolière. Il ne faut pas se leurrer. C'est un pays beaucoup plus gazier que pétrolier. Et donc, on ne peut pas miser sur quelque chose qu'on ne produit pas. Et c'est le drame de l'économie algérienne. Bon, maintenant, je n'aime pas l'Algérian bashing. Je ne dis pas ce qui a été fait, ce n'est pas de l'Algérian bashing. C'est être sévère, porter un constat sévère. Et ses amis, c'est de leur dire un peu ce qu'on pense. Bien sûr. C'est valable pour le Niger, d'ailleurs. Mais l'Algérian bashing, comme le French bashing, c'est parfois aussi un peu trop. J'ai l'impression que le gouvernement communique mal aussi sur les projets qui ont lieu et qui ont cours en Algérie. Je ne dis pas que tout est rose, mais il y a eu quand même des investissements publics qui ont été faits. Mais au regard des potentialités, la croissance est dérisoire. Le gouvernement nous propose un nouveau modèle économique, aucun détail, je dirais aucune chronologie dans l'application de ce nouveau modèle. Malik, je suis un peu perplexe. 30 secondes. L'Algérie, c'est la perle de la région. Oui, je ne dirais pas le C'est-à-dire que contraire. si vous ouvrez l'économie algérienne, oui, vous attirez tous les investisseurs possibles et imaginables. C'est pour ça qu'il faut attendre. Donc, l'idée de vendre ces hydrocarbures, de faire des projets publics et de construire des routes sur très longtemps et trop cher, c'est pas la solution. Non, je ne dis pas ça. Ce pays est capable d'être aujourd'hui le dragon de la région. Si ce n'est pas fait, c'est qu'il y a une raison. À mon avis, il faudrait d'abord, avant d'analyser les 15% de déficit, analyser pourquoi. Alors que ce pays contient tout pour que ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est une géographie extraordinaire, c'est un potentiel touristique impressionnant, c'est une population jeune, dynamique, ce sont des universités importantes. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Alors certains, justement, Malik, voilà, c'est ce que j'allais en dire. Tant qu'on n'aura pas réglé cette opacité politique, on ne réglera pas cette opacité économique. Rien que sur la politique économique à mener, vous avez au sein du pouvoir algérien des gens qui espèrent une remontée des prix du baril. Je dirais que c'est inconscient, c'est de la folie. Et donc, tant qu'on n'aura pas une directive claire au sein politique, on ne verra pas l'Algérie évoluer positivement sur la voie de la diversification économique. Merci Malik pour vos analyses. Merci Amira, à très bientôt. Merci à vous également, Jemal. Merci Amira et bonsoir à ceux qui nous regardent. Merci à vous, Monsieur Waziri. Je rappelle que Amira. vous étiez un autre invité ce soir. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci, c'est un plaisir. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa News Zone, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine consacrée au Niger. À demain.